Emmanuel Macron avait promis que le monde politique d'avant c'était fini, et bien il a tenu sa promesse, c'est encore pire. Excusez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, heureux de vous retrouver pour une vidéo, somme toute assez particulière, un format plus long que d'habitude, mais là en même temps, quand on a une telle batterie de casseroles, je suis pas cuistot, mais on va s'en mettre plein les babines. Vous le savez, un format un petit peu plus long dans la veine d'une des dernières vidéos juste au milieu sur le cabinet McKinsey. Vous avez été nombreux à me dire, c'est bien quand c'est plus long, il y a un travail d'enquête. Donc j'ai dit, bon bah, je vous ai compris. Eh ben, asseyez-vous parce que là, vous allez trembler des genoux. Avant toute chose, et si vous voulez soutenir l'aventure, ça fait plaisir. Tu vois, aujourd'hui, je suis bonne poire. J'ai le sourire, c'est la bonne ambiance. J'ai même pas envie de te demander de t'abonner. Tu le fais si tu veux. Mais n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, que l'on comprenne bien qui pourrait gagner les élections présidentielles 2022. Bon, on a déjà eu 5 ans d'Emmanuel Macron. Avec cette vidéo, s'il gagne encore derrière, moi, je veux croiser personne dans la rue qui va me dire « Oui, mais on savait pas. » Non. Non, si, on savait. Ouais, donc voilà, en résumé, partagez la vidéo autour de vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, hashtag Macron la casserole. Ouais, c'est nul, mais je viens de l'inventer. Donc si ça, c'est en top tweet, moi je me fais la crête à Neymar derrière. Alors aujourd'hui, 3 grands personnages, Éric Dupond-Moretti, Thierry Solère et le boss, le taulier, Emmanuel Macron. 3 affaires qui résument parfaitement l'ambiance qui règne aujourd'hui dans le monde politique français, dans ce monde médiatique, si tu veux, qui a traité les affaires. Je dis pas que ces affaires n'ont pas été traitées, attention, on en a parlé, mais tu vois, ça a été semé comme ça, tel des petits cailloux, et ça n'a pas pris trop d'ampleur. C'est comme un piège pour capturer un Manuel Valls sauvage. Tu jettes comme ça des petits cailloux, des petits scrutins, tu sais, la mairie de Bourg-la-Reine, conseiller municipal au Portugal, voilà, et ils se jettent dessus, et après tu le captures. Merde, quand même! Mais là, c'est un petit peu pareil. On a pris tous les morceaux que la presse a disséminés sur ces affaires qui sont de véritables scandales. J'ai tout mis côte à côte. Et là, peut-être on va les capturer. On ne sait pas, mais je te dis juste que assis-toi parce qu'il peut y avoir des turbulences. Je ne sais pas si tu es trop porté aviation, mais ouais, on va s'en mettre plein les babines. Ouais, je radote. Ok, let's go. Ouais, rapidos, t'as vu sur l'armoire, c'est pas pour la déco. Juste Milieu lance son Juste mensuel tous les mois, de l'actualité, de la philo, de la réflexion, de la rigolade, tout ça dans votre boîte aux lettres, c'est envoyé directement à la maison, et revue indépendante, seulement financée par ses lecteurs. Ouais, on râle tous les jours que les médias, nanani, nanana. Voilà l'aventure que je te propose. Le lien d'abonnement est dans la description de la vidéo si ça te tente, et puis en plus, et tu sais quoi ? C'est 3 mois satisfait remboursé. T'as 3 mois pour soutenir l'aventure, découvrir, si ça t'embête, tu me dis non Rémi, j'aime pas. J'aime pas, je me désabonne. Je te rembourse. Tu dépenses pas un sesterce. Donc on est pas mal, non? Elle est pas belle, la piémontaise. Et on va commencer avec Ricou les bons tuyaux, l'un de mes personnages préférés de la Macronie, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice de son État. Et tu sens qu'effectivement, la justice, c'est son truc. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Non. Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Bon, alors déjà, il faut que je te donne le contexte, parce que tu le sais peut-être, Éric Dupond-Moretti est actuellement mis en examen depuis fin 2021, suite à une affaire dans laquelle il est soupçonné de prise illégale d'intérêt. En gros, on estime qu'il aurait profité de sa fonction de ministre pour régler leur compte à quelques magistrats avec qui il avait eu bisbille lorsqu'il était encore avocat. Faut en avaler des couleurs pour faire de la politique. Ouais, non mais arrête Dimitri, parce que je sens que tu as envie de lever la main et commencer à m'énerver. À dire oui, ministre de la Justice, mise en examen, la symbolique, l'exemplarité, non. Non Dimitri, arrête. Clos ton bec, à tout jamais Dimitri. Parce que c'est pas de ça dont on va parler. Il y a beaucoup mieux. Et oui, pour cette nouvelle affaire, il faut aller du côté d'un article de Mediapart paru le 7 février 2022. Je tire le chapeau d'ailleurs à Mediapart pour cette enquête qui, curieusement, n'a pas été beaucoup relayée. Donc, Juste Milieu est là pour en parler. J'ai mis le pull. On est parti. Alors, je te résume l'affaire rapidos avant d'aller décortiquer. Ouais, je vais mettre ma gabardine de couleur beige, inspecteur milieu. Tu vas voir, là, ça va swinguer. Donc, le résumé, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti,
aurait perçu quand il était avocat près de 100 000 € d'honoraires d'une société aux Seychelles, dont il n'a pourtant jamais été le conseil, et il a immédiatement dépensé la somme dans l'achat d'une bagnole du côté de Monaco, une Maserati cabriolet. Ouais, c'est pas une Dacia Duster, attention, qu'il aurait payé en partie en espèces, selon une série de documents observés par Mediapart. C'est bon, t'as le contexte, t'es assis, tu prends un peu du fruit sec, abricot sec, amandes, parce que là il va falloir se nourrir. On va peut-être en perdre certains au cours de la vidéo, je promets pas. Je suis pas nutritionniste, je te dis juste que c'est choquant ce qui va suivre. Pour Frodon. Alors, j'ai les notes sous les yeux, tout commence le 23 janvier 2013. Éric Dupond-Moretti perçoit 100 000 € de la part de la société Excellium, domiciliée aux Seychelles, et cette boîte, retiens bien le nom, là tu peux le griffonner sur un bout de paplard, cette boîte est dirigée par un certain Jean-Pierre Nitkowski. Alors bon, petit problème, Éric Dupond-Moretti, à la base, il est avocat. Ouais, le métier, pas le légume. Et il n'a jamais défendu ni la société Excellium, ni ce bon vieux Jean-Pierre Nitkowski. Ah, on peut le dire, il ne les connaît ni des lèvres, ni des dents. Mais il faut quand même revenir sur l'ami Jean-Pierre Nitkowski, qui est donc ce monsieur, c'est un escroc, qui est suspecté d'être le cerveau d'une gigantesque escroquerie boursière à la Madoff. On parle de 20 millions d'euros escroqués et environ 500 personnes qui se sont faites piéger, dont certaines totalement ruinées, tel le Parti Socialiste. Et Excellium, forcément, tu me vois venir, c'est la société dans laquelle a atterri tout l'argent de l'escroquerie. On continue chronologiquement, on arrive au 5 mars 2013, et là, Éric Dupond-Moretti, qui a récupéré les 100 000 baloches, va virer 75 000 € sur le compte d'un garagiste à Monaco pour l'achat d'une Maserati Grand Cabrio noir. Ouais. Ah là, on est bien. Là, c'est intérieur cuir, volant en foie gras, pédale en marbre, c'est bien. Ça, c'est la classe. Je suis pas mécano, mais à mon avis, ça va vite. Hein, le montant de la voiture est estimé à 95 158 € et il règle la différence avec les 75 000 en cash. Voilà, 20 158 € en cash jusqu'au dernier sesterce. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Alors, petit détail technique, pourquoi Monaco? T'imagines bien, c'est pas pour le soleil ou les résultats en Ligue 1. Non, il y va parce qu'à Monaco, à cette époque-là, contrairement à la France, il est possible de faire des paiements en espèces qui peuvent dépasser les 3 000 €. Voilà, oui, t'as compris la combine, t'as capté. Alors, forcément, très vite, la question va se poser, comment Éric Dupond-Moretti peut toucher de l'argent d'un type ou d'une société qu'il n'a jamais défendu en tant qu'avocat? Pourquoi ce type et où cette société lui donne autant de pognon? Alors là, on va faire un petit saut dans le temps. Voilà, j'en voyais qui n'était pas concentré, qui était en train de faire autre chose. Là, tu regardes. Parce que là, on remonte. Là, on va en décembre 2012. Tu vois, on est en 2013. Hop. Décembre 2012, l'enquête d'un juge, le juge Gounod, a montré qu'à ce moment-là, décembre 2012, l'ami Nitkowski est incarcéré du côté de Monaco encore. Et tout ça en même temps qu'un certain Emmanuel de Agreia, qui est aussi un escroc. Voilà, ils sont dans la même prison, dans la même cellule. Et ce Emmanuel de Agreia est un client d'Éric Dupond-Moretti qu'il défend pour un fait d'outrage qui a eu lieu à Monaco et également pour une demande de sortie de prison anticipée du côté de Nice après le transfert d'Agreia de Monaco à Nice. Et je parle pas de football. Ouais, c'est marrant. Alors, comme dans une bonne vieille série Netflix, les deux escrocs vont établir une sorte de pacte en prison, à savoir le fait que Agreia donne des tuyaux boursiers à Nitkowski pour commettre d'autres méfaits, et en retour, Nitkowski s'engage à payer les frais d'avocat de Agreia, qui s'élèvent quand même à 95 158 €, un argent qui sera donc versé à Éric Dupond-Moretti. On refait un petit saut dans le temps, et on y reviendra sur cette question de règlement des honoraires. On est en mars 2021, et Nitkowski, pour te dire, bon, c'est pas un enfant de cœur, il est condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à 5 ans de prison ferme, 150 000 € d'amende et interdiction d'activité professionnelle en lien avec la finance. Ouais. Là tu lasses, mais il va se refaire, on n'en doute pas. Bon, alors, tu vois, cette affaire, après tout, tu te dis, bon, on lui a juste payé ses frais d'honoraires, alors d'accord, sous prétexte qu'il est ministre de la Justice, recevoir de l'argent d'une société aux Seychelles dans un paradis fiscal de la part d'un escroc. Hein, du menu fretin. Je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Parce qu'on a avancé, et Mediapart nous raconte tout ça. En février 2022, Éric Dupond-Moretti a été interrogé par Mediapart. Ouais, ils lui ont dit qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que
Ouais, mais t'es ministre de la Justice, en vérité. Si tu faisais des gaufres à Liège, hein, l'affaire ne ferait pas un bouchon. Mais, oh si, c'est drôle. Oh si. C'est rigolo. Oui, parce qu'il y a cette question de l'étrange deal qui a eu lieu en prison entre les deux escrocs. Tu te dis, quand même, faudrait qu'il en dise un petit peu. Parce que Éric Dupond-Moretti n'a pas répondu à la question de savoir s'il était informé de l'existence de ce deal, tu vois. Donc il a pris 100 000 euros, genre, ah tiens, il n'y avait pas un zéro en moins hier. Oh, je ne sais pas. Il y a quand même un autre problème. Là, on arrive à un niveau de détail technique qui ne choquera que les plus scrupuleux d'entre nous. Il y a un truc qui s'appelle la loi, qui nous dit, c'est le règlement intérieur national de la profession d'avocat, article 11.3, qui nous dit qu'un avocat ne peut percevoir d'honoraires que de son client ou d'un mandataire de celui-ci. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas du tout. Du tout. C'est vrai que c'est chiant, la loi. À chaque fois, ça coince, quoi. Quand tu veux ranger la rue, commence par ranger ta chambre. Et puis pour boucler la boucle, cette histoire de voiture, la Maserati, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, la question s'est posée, elle n'était pas dans la déclaration de patrimoine d'Éric Dupond-Moretti. Tu sais, les élus ont une obligation de déclarer leur patrimoine. Bah, normal, ils vivent avec le pognon des Français. Donc à un moment donné, il faut savoir si le canapé, si c'est 4 places, méridienne, cuir rouge ou pas. Et elle n'était pas dans la déclaration. Mediapart a dit, oula, il y a saumon sous gravier. Et Éric Dupond-Moretti, le cabinet s'est expliqué et a dit non. Il a acheté sa voiture légalement, il l'a utilisée, il l'a revendue légalement. Voilà, il l'a revendue. Avec de l'argent qu'on espère peut-être un peu plus propre quand même. Donc voilà pour cette affaire Éric Dupond-Moretti qui cumule, mais ce qui n'a rien à voir avec le personnage dont on va parler dans quelques secondes. Voilà, affaire à suivre, vous le savez, on va suivre ça sur Juste Milieu. C'était la première casserole de la Macronie que je voulais vous raconter. Et on continue, alors lui, le taulier Thierry Solère. Alors, si vous voulez, pour tenter le parallèle, et que tout le monde se mette tout de suite dans l'ambiance de ce qui va se passer, de cette nouvelle casserole, si Gargamel vise à collectionner les schtroumpfs, c'est à se demander si Thierry Solère ne s'amuse pas à collectionner les mises en examen. Parce qu'à ce niveau-là, si tu veux, je trouve qu'il y a un côté un peu numismate. Il y a un truc, tu vois, d'avoir le casier le plus grand possible. À la limite, c'est plus un casier qu'il a, c'est une villa sur la Côte d'Azur pour ranger tout ça. Ouais, prends-le, ça rentrera jamais, mais prends-le. Parce que c'est du professionnalisme. Là, moi, personnellement, ce que je vais vous dire, ça me choque même pas. Je suis impressionné. Alors, pour poser le personnage, quelques éléments de contexte que tu comprennes quand même de qui il s'agit. Thierry Solère, il a été ancien porte-parole lors de la campagne de François Fillon en 2017. Il a été consultant multicarte dans le privé où il a touché aussi un joli paquet de sesterces. Député La République En Marche des Hauts-de-Seine aujourd'hui et également conseiller d'Emmanuel Macron. Ah, c'est tout en haut de la pyramide. On est vraiment... là, tu tutoies Kéops, tu dis tu à Kéfren. Alors, pareil, comme les grands joueurs de football ont des compilations à leur nom, top 50 goals ever Ronaldinho, bon bah là, faut remonter un petit peu, parce que Thierry Solère, c'est une œuvre. C'est une œuvre de longue date, et ça commence en octobre 2019, où on apprenait qu'il était mis en examen, déjà à l'époque. Et là, je vais te lire les motifs de mise en examen. Tout ça est vrai, tout ça est sourcé, vous le savez, il y a les sources dans la description de la vidéo. J'aimerais que vous hochiez la tête, façon Miss France, au salon de la Charentaise Tressée de Bourg-en-Bresse, parce que là, c'est de l'art, c'est du Mozart du judiciaire, tu vas voir. Fraude fiscale, détournement de fonds publics par dépositaire de l'autorité publique, recel de violation du secret professionnel, trafic d'influence passif, recel d'abus de biens sociaux, recel d'abus de confiance, financement illicite de campagnes électorales. Et tout ça entre 2003 et 2017. Une enquête judiciaire avait été ouverte depuis septembre 2016, mais ça ne l'a pas empêché d'être nommé dans la foulée conseiller du président de la République. Comme quoi, avec Solère, on peut tomber dans le panneau. Donc tu sais, là encore, comme souvent en Macronie, tu pourrais avoir tendance à mettre le couvercle, à te dire, bon, ça va. Allez, ça va, c'est pas si grave. Sauf que, bon, bah, les médias ont fait leur boulot, ça c'est chiant aussi. Tout à l'heure, il y avait la loi, là c'est les médias. 3 février 2022, révélation AFP, et là la presse s'en est donnée à cœur joie. Le Monde, France Info, Libération, beaucoup de médias en ont parlé, quand même un petit peu. Quelques articles, voilà, ils n'ont pas suivi, mais on a eu les articles. Une information judiciaire, cette fois ouverte en 2019, qui a abouti. Et là, on apprend que Thierry Solère est désormais soupçonné d'avoir utilisé à des fins personnelles une partie de ses frais de mandat entre 2012 et 2019. Encore.
Ça fait beaucoup là, non? Hein, l'exposé des motifs, hein, on le suspecte d'avoir puisé dans ses frais de mandat pour régler des amendes, des frais courants ou encore des abonnements à des organismes, et également l'emploi de sa belle-mère comme collaboratrice à l'Assemblée de 2016 à 2017. À mon avis, il fait du trafic d'organes de hamster, il doit lui rester que ça comme case à cocher à ce niveau-là. Et puis, comme souvent, parce que tu vois, Thierry Solaire, c'est une œuvre. Le mec, voilà, il navigue d'un parti à l'autre, de la droite à la République En Marche, ça ne dérange personne. Il est toujours en poste avec un casier judiciaire aussi grand que le boulard de Mathieu Delormeau, et apparemment, tout va bien. Tout va bien, et conclusion, ça c'était dans Le Monde du 3 février 2022, on apprenait que l'Élysée n'a pas voulu répondre et refuse de dire si la place de Thierry Solaire auprès d'Emmanuel Macron est remise en cause. Ouais. Peut-être qu'il se pose même pas la question, parce qu'en même temps, c'est le même en haut, tu vas voir. Et puis, le bonbon du jour, c'est quelque chose que je voulais instaurer. Le bonbon, la réaction des 3 avocats de Thierry Solaire. Ouais, parce que quand tu défends un monsieur comme ça, il faut être minimum 3 avocats. 3 avocats. Ah, moi, si j'étais eux, il faudrait qu'il soit 48 avocats, pour être sûr de bien traiter dossier par dossier. Parce que là, il y a du taf. Hein, ces gens-là, à mon avis, ils seront au chômage d'ici 2320. Parce que, voilà, il y a de quoi faire avec Thierry Solaire. Et ils ont dit que ces nouvelles accusations, parce qu'il y avait les anciennes, là, c'est les nouvelles, elles sont tout aussi infondées. Ah, elles sont infondées. Et Thierry Solaire serait, je cite, innocent de toute infraction. Vous êtes sérieux là? De curieux hasards ont fait que son nom était dans pléthore d'affaires. Mais non, on ne peut pas dire c'est hasard, ça arrive à tout le monde. Et puis, voilà, quand même, faut un autre bonbon sur Thierry Solaire. Après, on va enchaîner avec le taulier, Emmanuel Macron. J'ai bossé un petit peu dans l'électricité quelques années. Je suis fan de Claude François. Enfin bon, bref, c'est pas la question. J'ai jamais croisé d'ampoule avec autant de culot. Ah, il est à l'aise. L'homme est à l'aise. Le biceps est bandé, l'homme est à l'aise. Alors, écoute, ce qu'il nous a dit, c'était en 2014. Bon, il était déjà mouillé dans un bon paquet d'affaires. Et son idée, à ce moment-là, c'était de lancer le chantier de la moralisation de la vie politique. Moi, j'en ai assez, je ne me suis pas engagé en politique pour voir les uns et les autres convoqués devant la justice. Et puis aussi l'exemplarité. L'exemplarité, ça suffit de voir tous ces gens mis en examen, ces affaires au quotidien. Non, mais c'est ce que je te dis, pour moi, c'est de l'art contemporain. Le plug anal Place Vendôme à Paris, c'est du Rubens, c'est du Da Vinci. Voilà, là, on est sur quelque chose d'autre. Là, seuls les esprits aiguisés peuvent comprendre. Et puis on va finir en beauté avec 3e casserole, là c'est de la marmite en cuivre, l'affaire des turbines Alstom. Et en préambule, et pour rendre un hommage plus que mérité, hein, avec cette vidéo, n'hésitez pas et courez aller voir la vidéo de ma consoeur youtubienne Tatiana Ventose qui a mené l'enquête de son côté sur cette affaire Alstom General Electric, le rôle d'Emmanuel Macron et de Jérôme Pécresse, l'amoureux de Valoche. Vous allez voir, ça aussi c'est cocasse. N'hésitez pas, le lien est dans la description de la vidéo. On s'entraide entre camarades, c'est normal. Hein. Bravo à Tatiana, très beau travail. Puis moi, je vais rajouter quelques petites billes autour, mais l'œuvre est là. Alors, vous l'aurez compris, cette affaire, si vous avez déjà vu la vidéo de Tatiana Ventose ou si vous avez suivi de près ou de loin, il y a quelques années, l'entreprise française, fleuron de l'industrie française, Alstom, est vendue à l'américain General Electric. La cocorico, apparemment, ça va se faire dans l'autre sens. Finalement, General Electric est endetté, on dirait les Balkany, et ils veulent nous revendre le truc. Bon, alors ils ont repris tous les brevets, tous les savoir-faire, parce que ça, tu le vends pas. Ça, une fois que tu l'as dans la testasse, c'est bon. Mais ils nous disent, non, c'est bon. Allez, reprenez vos trucs. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Forcément, tout le monde a dit « Waouh, Emmanuel Macron, côté le général de Gaulle, c'est un stagiaire de 5e mai. » Apparemment, non. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'Emmanuel Macron a un rôle plus que trouble là-dedans. Quelles sont vos sources? On a un joli résumé de l'affaire dans un article du Canard enchaîné du 16 février 2022. C'est du tout frais. Ouais, il est tout content. Ça y est, la France va récupérer l'activité des turbines. Donc c'est génial. On les avait vendues, mais on les reprend. Et EDF va pouvoir remettre la main dessus. Ce sont les meilleures turbines du monde. Le Kylian Mbappé du nucléaire. Donc vaut mieux qu'il joue avec le maillot frappé du coq. Là, la tuilasse. T'imagines bien, si je t'en parle, c'est une casserole. Donc, on va parler, parce que cette vidéo, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux, notamment du député Les Républicains Olivier Marleix, qui, lui, il suit le dossier depuis le début. Hein, il est président de la Commission des affaires économiques, donc très vite, il a dit un truc qui est foiré. Enfin, tu vois, quand t'as un mec qui passe de banquier d'affaires, conseiller économique, ministre de l'économie, président, et que dans les dossiers qui puent la merde comme ça, il y a son nom de partout, tu te dis, tiens, je vais peut-être chercher de ce côté-là. Voilà. C'est con parce qu'il est député, il n'est pas journaliste.
Mais bon, heureusement, lui, il l'a fait. Donc, on va refaire la chronologie, mais bien évidemment, les amis, je vous invite à consulter d'autres sources pour que vous preniez l'ampleur et la mesure de la situation. La vidéo de Tatiana Ventose, les travaux d'Olivier Merlet, le livre Le Traître et le Néant de David Lhomme, je vous en parle extrêmement souvent, le livre également de Pierucci, ce cadre d'Alstom qui a été détenu aux États-Unis suite apparemment toujours dans cette même affaire. Voilà, enfin, il y a beaucoup de choses. Voilà, je vous mets dans la description, vous regardez tout ça. Donc voilà, si on remonte un petit peu, donc cette vente d'Alstom à General Electric, c'était fin 2014-2015. On apprend aujourd'hui qu'EDF va remettre la main sur le pactole, mais à un prix 2 fois plus élevé. Voilà, c'est là que ça commence à se corser, tu vas voir. Ouais, 2 fois plus élevé que le prix de vente initial. À peu près, on parle d'1 milliard aujourd'hui, mais les informations sont extrêmement floues pour l'instant. En vérité, on n'en sait pas grand-chose. Et puis nous n'en sommes qu'au niveau d'un protocole d'accord. Pour l'instant, c'est essentiellement de la communication. Le contrat devrait être signé d'ici 1 an et EDF a même déclaré les conditions financières de la transaction n'ont pas été précisées. On n'est pas à l'abri que tout ça soit de la com pour redorer le blouson d'Emmanuel Macron avant les élections. Voilà. Attention quand même. D'accord. Oui. Mais malgré tout, EDF va mettre la main sur une entreprise qui a été rongée jusqu'à l'os, qui a diminué de taille d'environ 1/4, qui a perdu 4000 emplois. General Electric, l'américain, garde tout de même la main sur les activités centrales, à savoir la construction des turbines Arabelle qui vont rester du côté des États-Unis, du côté de l'Amérique, et la maintenance des turbines à charbon. Voilà, faut pas déconner quand même. Ils sont américains, business is business. Alors, le gros dossier, pourquoi je t'en parle aujourd'hui en termes de casserole, la belle petite casserole comme on aime, Emmanuel Macron a dit devant les ouvriers de Belfort, lors de sa visite il y a quelques jours, tu l'as suivi, il a dit qu'il n'était pas au courant. Je l'ai vécu à l'époque, j'étais collaborateur quand ça s'est fait. De ce que j'ai vu, non mais pour vous parler très franchement, je ne dirais pas qu'il y a eu des pressions. Il y a eu le choix. Non, mais moi je vous dis comment Non, il y a eu beaucoup, ce qui est normal, quand il y a des opérations comme ça, il y a toujours aussi beaucoup de commentaires qui sont faits. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Depuis le début, qui ne savait pas Alstom, General Electric, jamais entendu parler, il a dit ça les yeux dans les bleus. Il est allé jusqu'à dire qu'il n'était qu'un simple collaborateur quand tout ça s'est fait. Effectivement, collaborateur, je ne suis pas historien, mais ça fait sens. Et tout le problème a été relevé par le Canard enchaîné, toujours dans le même article dont je vous parlais précédemment, à savoir qu'il était quand même ministre de l'économie au moment de la vente fin 2014. Bon, c'est vrai que si au départ il était attaquant au FC Sochaux, je t'aurais dit oui, la vente Alstom... Bon, d'accord, il n'a rien à voir là-dedans. Bon, là, il est ministre de l'économie. À mon avis, il y a un lien. Il a dû avoir 2-3 dossiers bleus et roses sur son bureau là-dessus quand même. Et il a dit, bon, voilà, non, mais en fait, non, j'étais qu'un simple collaborateur. Et il était tellement pas intéressé. Enfin, je veux dire, le mec en avait tellement rien à foutre. Et ça, c'est le Canard qui nous le dit. 2 ans plus tôt, alors qu'Emmanuel Macron est secrétaire général adjoint de l'Élysée, il avait mandaté secrètement le cabinet américain Archie Kearney pour déjà étudier la vente d'Alstom à General Electric, tout ça dans le dos du ministre de l'économie Arnaud Montebourg, sans parler du président Hollande pas plus informé, et tout ça pour la rondelette somme de 300 000 € pour ce dossier. Ouais, donc non, mais peut-être, honnêtement, peut-être il n'a pas fait exprès. Moi, voilà, moi je suis en marche. Le gouvernement a dit on peut débattre de tout sauf des chiffres. Donc moi je dis il n'a pas fait exprès. Moi je pense que Emmanuel Macron n'a pas dit la vérité à l'Assemblée nationale devant la Commission des affaires économiques lorsqu'il a été entendu. En tout cas d'ailleurs il y a un simple fait, c'est qu'il n'a absolument pas fait mention ce jour-là de l'étude qu'il avait demandé. Pourquoi ne pas au cabinet d'audit qu'il a commandé lui-même. Il avait demandé lui-même, qui a quand même coûté 300 000 €. Pourquoi est-ce qu'il ne nous en a pas parlé? Il aurait pu nous dire dès 2012 on a vu des réflexions, mais on a interrogé Martin Bouygues, il nous a dit qu'il... Ouais, et puis ça, c'est du tout frais. C'est dans le Valeurs Actuelles du 17 février, interview de Julien Aubert, député des Républicains, qui nous dit Emmanuel Macron, il était tellement désintéressé. Il en avait tellement rien à foutre qu'il s'est opposé aux alternatives proposées, partenariat avec Mitsubishi ou rachat par l'État des 30% détenus par Bouygues dans le capital d'Alstom. Ouais. Donc on récapitule. On a un président, si vous voulez, qui est intervenu dans le dossier de la vente d'un des fleurons de l'industrie française, qui, en devenant président de la République, disait non, le nucléaire c'est chiant, on arrête tout, et qui aujourd'hui retourne sa veste à tous les niveaux, jusqu'à jurer dans les yeux aux ouvriers de Belfort que jamais de la vie il a mouillé là-dedans. Donc on a factuellement du mensonge, on a factuellement un président de la République qui est en campagne électorale et qui n'hésite plus à donner une image de lui qui est complètement fausse de par ses actes de début de mandat. C'est que du plaisir. Pour l'instant, c'est une petite cassolette, mais suivez ce dossier de près parce qu'on a vu la Macronie, on n'a pas fini d'en parler. Bien joué, Joe.
Donc voilà les amis pour cette nouvelle vidéo plus longue que d'habitude, vous l'aurez compris, c'est un peu plus de l'enquête, les casseroles de la Macronie. Il n'est pas exclu qu'au fil où vont sortir les événements, parce qu'à mon avis petit à petit le monde médiatique va retourner sa veste pour être du bon côté du manche et ils devraient recommencer à faire leur travail, donc on va avoir de plus en plus ces affaires-là. C'est le pronostic, vous l'aurez entendu ici. On aura peut-être un nouvel épisode des casseroles de la Macronie. Ah, vous dites en commentaire si ça vous intéresse, je peux suivre ça de près. Puis d'ici quelques semaines, on s'en fait un nouveau. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste mieux. Ça, c'est bien. Puis ça, c'est pas Général Electric, donc vraiment, c'est bien. Ou alors, vous vous abonnez. Et là, on se régale.